Bonjour à tous, nous sommes au Salon du Livre du Touquet, qui se déroule dans des conditions un peu différentes cette année, nous le comprenons bien. Nous sommes dans la salle Ravel pour cet entretien, avec Alexandre Gallien, que je salue, et nous allons évoquer avec lui d'abord Le souffle de la nuit, qui vient de sortir chez Michel Lafon. Et ma première question, cher Alexandre Gallien, c'est justement cette- ce retour de la nuit. Les cicatrices de la nuit est sans doute le titre qui vous a valu la première reconnaissance très officielle, le prix du Quai des Orfèvres, le prix du Quai des Orfèvres 2020. Et ce mot nuit revient. Alors, quelle est l'importance de la nuit pour vous dans ces deux romans policiers? La nuit, elle est pas importante seulement dans les romans policiers. Pour moi, je pense que la nuit, elle est importante dans ma vie en règle générale parce que c'est le moment où je suis éveillé parce que déjà, j'aime bien faire les choses à l'envers. Et puis, surtout, je suis assez fasciné par le milieu de la nuit en général et je trouve il se passe des choses beaucoup plus vraies, en fait, quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Oui, c'est-à-dire que les passions humaines, à l'instar de et les vices cachés, que sais-je encore, enfin, ne portons pas de jugement moral, mais à l'instar de ce personnage, inspecteur des impôts, qui se retrouve dès le début confronté à une réalité à la fois effrayante et sordide, et vous aimez donc ces situations qui révèlent les tréfonds de l'âme humaine. Ce serait... Ouais, je pense que au-delà de parler des tréfonds de la lumène, je pense que simplement la nuit, on a moins l'impression qu'il faut qu'on se cache. Donc c'est plus intéressant de voir des gens qui se cachent pas trop. Alors, un des grands ressorts du roman policier de nos jours, enfin pas de tous, mais d'un certain type de roman policier, c'est justement l'extrême, l'horreur, et on commence la lecture par une scène, puis d'autres qui peuvent paraître tout à fait choquantes. Euh, est-ce que cette horreur est absolument nécessaire à votre propos? Parce que nous verrons ensuite euh, qu'il a aussi bien d'autres aspects. Mais on a l'impression d'une plongée d'emblée dans le sang, dans l'angoisse et dans une atmosphère justement qui choque la sensibilité du lecteur fragile, disons, mais qui peut peut-être interpeller d'autres lecteurs. À quoi sert l'horreur dans un roman policier? L'horreur, elle doit servir un propos et jamais le contraire. Pour moi, l'horreur, bon alors ça c'est plus quelque chose qu'on apprend aussi parfois professionnellement quand on a été fonctionnaire de police, mais l'horreur, on en a déjà largement assez quand elle nous est imposée, donc je me fixe un peu cette règle-là aussi dans mes romans, de pas en mettre inutilement, de pas mettre plus d'hémoglobine qu'il en faut, plus de torture qu'il n'en faut, plus de méchanceté, plus de tripes, plus d'entrailles qu'il n'en faut pour servir un propos beaucoup plus large, je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, alors alors il y a à la fin de votre livre des éléments bibliographiques et bon, le propos votre propos étant visiblement nourri, je me suis dit tiens, je vais aller consulter un peu ces éléments bibliographiques et on aperçoit la qualité de votre travail justement par au-delà du spectaculaire, tout ce qui est dit, à la fois des rites, de la réalité sociale et de la complexité du monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez aussi un propos, j'allais dire, non pas d'ethnologue, mais non pas de politique, mais d'observateur de l'humanité telle qu'elle est et non pas simplement créateur de fiction? Je pense que l'un va difficilement sans l'autre, au sens où, quelle que soit la fiction, je pense elle a toujours un propos qui se rapproche de près ou de loin à des faits sociaux. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de ma bibliographie. Là, pour le coup, je me suis attaqué à des sujets qui étaient très complexes, qui étaient, euh, qui étaient issus d'une culture qui n'est pas la mienne. Donc, forcément, il fallait absolument faire ça
dans un respect absolu d'autrui. Donc le meilleur moyen de respecter autrui, c'est de le connaître le mieux qu'on peut. J'ai lu énormément, énormément. C'est à ça que m'a servi le premier confinement, en fait, ça a été de m'imprégner de beaucoup de documentation, d'essayer d'en savoir un maximum. Vous savez, c'est comme le cinéaste Visconti. Je ne sais pas si vous savez que le Visconti, sur ses tournages, les commodes étaient toujours remplies de choses, même si on n'ouvrait pas les tiroirs. Les tiroirs étaient toujours remplis de linge, les armoires remplies de manteaux, etc. Et j'essaie de faire un tout petit peu pareil, et je m'impose ça en tant que romancier, c'est-à-dire que n'importe quel élément de mon décor, même s'il est anecdotique, est toujours nourri de tout ce que je peux prendre comme documentation et de tout ce que je peux savoir sur cet élément de décor. Oui, c'est une des bonnes surprises de la lecture du livre, c'est que on apprend plein de choses et on est au début un peu dans dans la peau de certains personnages, notamment des enquêteurs, qui ne connaissent pas tout du Nigeria, qui ne connaissent pas tout des croyances vaudou, de Yoruba, etc. Et il y a là en même temps un aspect documentaire qui enrichit la lecture. Alors maintenant, vous avez vos personnages. Alors on retrouve le personnage de Philippe Valmy, mais ce qui m'a frappé, c'est que plus qu'un personnage finalement, puisque on a l'impression que son rôle évolue au fil de la lecture, on a l'impression que c'est une équipe qui est évoquée. Et on voit successivement tel ou tel jouer sa partie. Et est-ce qu'il n'y a pas là aussi une espèce de message, ou est-ce que c'est votre expérience d'ancien fonctionnaire de police, comme vous dites, qui a nourri cette façon de concevoir l'intrigue et la progression de l'intrigue? Le message, il est assez simple finalement, c'est que dans la police judiciaire et dans le travail de policier, il n'y a pas de héros. Il y a des bandes de héros, il y a des équipes de héros, mais on n'arrive à rien tout seul. Et c'est vrai que ça a été un peu l'un des exercices très complexes en fait, parce que quand on écrit de la fiction, il faut aussi que le lecteur puisse s'y retrouver entre les personnages. C'était de créer une équipe ni trop petite ni trop grande, et surtout que Valmy soit pas le pôle principal de cette équipe. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire et ce que je me suis vraiment efforcé à faire, c'est faire en sorte que tous les membres de l'équipe communiquent entre eux, qu'ils aient des interactions, des scènes à deux, etc., sans forcément passer par le prisme de Valmy. Donc, c'est-à-dire que quand on lit Le Souffle de la nuit, on a un peu une petite souris qui suit des flics différents un peu à chaque chapitre. Voilà, avec différentes situations. Et alors, il y a aussi dans le roman une seconde voix VOIX qui, à intervalles réguliers, nous livre une confession, une évocation du monde, un autre regard. Et pourquoi avez-vous voulu cette seconde voix? Est-ce que c'est pour donner plus d'humanité à l'assassin? Est-ce que c'est pour livrer des éléments d'explication, voire documentaire? Comment avez-vous conçu cette seconde voix? Cette deuxième voix, elle a été conçue parce que je voulais absolument faire parler à la première personne des gens qu'on n'entend pas assez. Je voulais raconter une histoire, un parcours. Ce qui est très intéressant dans le milieu de la prostitution nigériane et chez ces jeunes filles, c'est que malheureusement et très tristement, les prostituées pullulent de plus en plus et les prostituées issues de ces réseaux principalement dans les grandes agglomérations françaises et européennes. Et en fait, on passe beaucoup devant sans vraiment regarder ce qu'il y a derrière le racolage, ce qu'il y a derrière les couches de maquillage assez épaisses, derrière les vêtements un petit peu aguicheurs, bas de gamme. Et il y a souvent des êtres humains, tout le temps des êtres humains, et il y a parfois des parcours incroyables. Et je me suis toujours demandé ce que, ce que ces femmes pouvaient penser. Alors j'ai, de par mon métier, de par des enquêtes de terrain en préparation du roman, j'ai pu beaucoup m'entretenir avec des femmes qui avaient été victimes de ces réseaux-là. Et je me suis pas mal inspiré de leur voix aussi
pour Oui, écrire ce nouveau personnage. oui, et c'est une espèce de, comment dirais-je, de plongée dans, dans un univers très différent, à la fois par les croyances qui animent, par comment dirais-je, la différence des cultures, mais en même temps, on n'a pas l'impression d'un regard condescendant. On a plutôt l'impression d'une espèce d'empathie, comme vous le décrivez, enfin pas pour tout, mais de vous essayer de vous placer effectivement du point de vue de quelqu'un qui est englué dans un système qu'il ne maîtrise pas. Ça a été principalement de l'écoute. En fait, quand je faisais ces entretiens, quand je discutais avec ces gens-là, je me transformais simplement en éponge et j'essayais justement de prendre un maximum de recul, de porter aucun jugement, de pas essayer d'y voir. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut éventuellement se, se, se départir d'une certaine condescendance à l'égard de beaucoup de gens. Mais moi, je me fascine pour les invisibles et visibles. Oui. Je me fascine pour les gens qu'on ignore. Et c'est une des grandes qualités de ce roman, parce que nous sommes dans une œuvre de genre, mais je pense qu'elle transcende le genre et ses codes habituels. Et je vous remercie donc pour ces précisions que vous nous apportez. Merci Alexandre Gallien. Merci beaucoup.